D'accord. Donc bonjour, à toutes et à tous. Tout d'abord, nous vous remercions vraiment très sincèrement, d'avoir été si nombreux, à répondre, présents et merci aussi d'avoir pris le temps de nous transmettre vos questionnements. Anne-Victoire Rousselet et Nicolas Pimet donc vont aborder le thème de l'analyse fonctionnelle, comprendre une situation, problème et y réagir. Et sachez que je vais, disposer dans le chat au fur et à mesure donc, des informations qui nous ont semblé intéressantes. Cette CAFConf est bien enregistrée et vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Nous ne pourrons peut-être pas, répondre donc à tous vos questionnements, mais pendant cette présentation, mais sachez que nous reviendrons vers vous. Je laisse maintenant le soin à Nicolas et Anne-Victoire donc de préciser le déroulement de cette, CAFConf. Merci. Pour continuer sur les présentations, moi je suis Nicolas Pimet, je suis psychologue, neuropsychologue dans une équipe de réhabilitation psychosociale et puis je suis aussi membre du CA de Promesse. Et donc ce soir, effectivement, on voulait vous présenter un CAFCONF qui sera euh, avec l'intervention d'Anne Victoire, donc qui est Anne Victoire Rousselet, qui est psychologue et psychothérapeute en TCC. Donc elle travaille à la fois à Sainte-Anne et elle a une activité libérale. Et c'est aussi l'autrice du livre Mieux vivre avec les schizophrénies, qui est recommandé dans de plus de pro-famille. Voilà, c'est une personne qui connaît bien les TCC, puisqu'elle est secrétaire générale de la FTCC, et elle a également donné des cours à l'université. Et donc, elle va nous présenter au travers de différents cas l'analyse fonctionnelle, pour que vous puissiez un petit peu vous approprier cet outil de TCC. Donc, les cas qui ont été utilisés, effectivement, c'est des cas qui sont, c'est ceux que vous nous avez donnés en vous inscrivant, qu'on a modifiés pour anonymiser, faire en sorte qu'ils soient moins reconnaissables. Voilà, pour préciser, encore, les micros pendant l'intervention seront coupés, mais vous pouvez toujours intervenir sur le chat et Laurence transmettra les informations et on pourra essayer d'y répondre. Donc, si vous êtes prête, Anne-Victoire, on Moi, je peut suis prête, commencer. hein. Je suis prête. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis à la fois très touchée, très flattée, très contente de pouvoir travailler avec vous. Voilà, ça fait partie des associations que je regarde, que je connais un peu de loin parce qu'en fait, l'activité en individuel est déjà très, très dense. Et malheureusement, je n'ai pas toujours l'occasion de travailler. Donc, je remercie Nicolas qui a eu la gentillesse et surtout l'efficacité, la vivacité de m'inviter pour présenter cet outil-là, que je pense être plus qu'utile, je le pense vraiment indispensable pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, merci beaucoup de votre attention par avance et puis d'être si nombreux, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux, plus nombreux qu'aux assemblées générales de l'FTCC. Donc, je suis ravie, vraiment. Et l'idée, c'était, donc en discutant avec Nicolas, en préparant, et avec Laurence, en préparant cette petite soirée, on s'était dit que l'analyse fonctionnelle en TCC, ça pouvait être un outil intéressant à vous présenter parce que pas forcément vu, si j'ai bien compris, dans Promesse, enfin dans Profamille, et que ça pourrait vous être utile pour mieux comprendre et mieux traiter certaines situations. Donc, l'analyse fonctionnelle, c'est un outil qu'on a en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, qui est précieux, qui nous permet de comprendre. Alors, je veux bien, si ça ne vous embête pas, un petit sujet technique. Donc, Nicolas, gentiment de passer diapo. Voilà, deuxième diapo. À quoi sert l'analyse fonctionnelle? En fait, elle permet de comprendre un comportement, sa fonction pour l'individu, à quoi ça sert, comment ça fonctionne dans son environnement, et puis quels sont les facteurs qui déclenchent, qui éteignent ou qui maintiennent le comportement. Donc, évidemment, on va plutôt s'intéresser au comportement problème. Enfin, on pourrait s'intéresser aussi au comportement positif. Ce qu'on va faire là, par exemple, aujourd'hui, je voyais une jeune fille qui va beaucoup mieux. Et donc, on a
refait un petit peu le fil de sa semaine pour observer ce qui faisait qu'elle allait mieux, pour le remettre en place. Donc, on peut aussi favoriser un comportement qu'on souhaite voir apparaître. On observe qu'en faisant des comportements de valorisation, comme elle a fait cette semaine, elle a beaucoup moins d'idées de persécution, voire pas du tout. Donc, en fait, cet outil est précieux à la fois pour diminuer les comportements qui posent problème et pour majorer les comportements positifs. Pourquoi et quand est-ce qu'on utilise une analyse fonctionnelle? D'abord pour comprendre ce qui se passe, donner du sens, parce que les symptômes, les comportements problèmes sont parfois un petit peu énigmatiques pour tout à chacun. Ça nous permet d'expliquer, mais ça nous permet aussi de communiquer en reformulant un petit peu ce qui se passe. Et quand est-ce qu'on va l'utiliser? Un peu tout le temps. Vous voyez, moi, maintenant, c'est devenu une mécanique, on a l'habitude de ça. On voit les choses au travers de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire on voit ce qui renforce, ce qui maintient, ce qui diminue, et globalement, qu'est-ce qui déclenche et pourquoi. Donc, si ça vous est possible, Nicolas, de passer à la diapo suivante, ce serait génial. Merci beaucoup. En pratique, je vous présente un modèle d'analyse fonctionnelle qui est le modèle SORC. Le modèle SORC nous dit quoi? Nous dit qu'il peut y avoir des stimuli, un stimulus ou des stimuli, qui peut être des lieux, pensées, actions, quelque chose qui se passe, qui va interagir sur un organisme. Un organisme, c'est mon corps, hein, je peux être fatiguée, par exemple. Donc, par exemple, je vois l'heure qui tourne, je suis fatiguée, et ma réponse, ça va être, imaginons, je vois qu'il est 15 heures, je vois que je sens que je suis fatiguée, et ma réponse émotionnelle, ça peut être un découragement. Au niveau comportemental, je suis apathique, j'ai une forme d'abattement. Et au niveau cognitif, je peux avoir une pensée qui me dit « Oh là là, tu as encore tout le reste de la journée à finir, ça va être difficile, est-ce que tu vas y arriver ?» Donc ça, c'est ma réponse. Les comportements problèmes se trouvent dans les réponses, d'accord? C'est la réponse comportementale, mais ça peut aussi être une pensée, ça peut aussi être une émotion. Et puis, suite à ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences positives. Alors, la conséquence positive, ce n'est pas forcément quelque chose de positif dans l'absolu, en valeur absolue. C'est quelque chose qui va augmenter la probabilité d'apparition du comportement. Mon découragement, d'accord? Imaginons, je reçois 10 mails, mon découragement va être augmenté, d'accord? Ou bien, je regarde mon agenda à ce moment-là et je vois que j'ai encore des rendez-vous et des coups de fil à passer. Évidemment, quand je vois ça, je me dis « Oh là là, je ne vais jamais y arriver », ça va augmenter la probabilité d'apparition de mon comportement de découragement. Donc, en fait, les conséquences qu'il va y avoir dans l'environnement, qu'on va avoir, positives, vont augmenter la probabilité d'apparition du comportement, qu'il soit problématique ou qu'il soit positif. Et les conséquences dites négatives vont diminuer la probabilité d'apparition du comportement. Donc, si vous me suivez bien, c'est le point le plus touchy, le plus compliqué de l'analyse fonctionnelle. C'est les conséquences positives augmentent la probabilité d'apparition du comportement et les conséquences négatives diminuent la probabilité d'apparition du comportement. Donc, si j'ai un comportement dit négatif, imaginons je suis repliée, d'accord? Les conséquences positives vont augmenter mon repli et les conséquences négatives vont diminuer mon repli, d'accord? Maintenant, si j'ai un comportement dit positif, je chante, je suis joyeuse. Les conséquences positives vont augmenter mon comportement de chanter, alors que les conséquences négatives vont, elles, diminuer mon comportement de chanter. OK? Ça va, ça, pour l'instant? Normalement, vous devriez pouvoir faire un petit peu le lien avec ce que vous avez vu dans Profamille, avec les 4 P, qui sont techniques, une manière de faire des compliments pour augmenter la fréquence d'un comportement que vous trouvez positif, justement en le renforçant. Donc, si c'est clair, je vous propose qu'on passe aux exemples. Alors, les exemples issus de tout ce qu'a pu récupérer Nicolas de vos témoignages. Il y avait une première situation qui était la colère face à la discussion sur la maladie. La maladie, en fait, c'est un sujet intime.
Et l'aborder sans demander la disponibilité est un geste qui peut être vécu comme quelque chose d'intrusif, en fait, pour la personne qui souffre. Elle n'a pas choisi à ce moment-là de parler de ça. Et le fait que vous ayez envie d'en parler, même si c'est pour l'aider, c'est pas son choix et elle n'a pas forcément envie de parler de ses souffrances, de ses vulnérabilités. Elle veut peut-être profiter d'un moment qui est tout à fait différent et, et garder un peu éloigné finalement les symptômes douloureux et difficiles. Si je prends l'exemple d'une douleur au pied, ok, je suis en train de discuter avec des amis, je m'amuse, alors que j'ai une douleur chronique au pied. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui vient interrompre ce moment-là et me dit alors ton pied, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu dois te faire opérer? Bon, même si ça peut paraître très gentil, ça reste quelque chose qui est négatif dans ma vie et qu'à ce moment-là, j'étais pas, auquel je ne pensais pas à ce moment-là. Et j'ai peut-être pas envie en fait d'y repenser à ce moment-là. Donc même si ça peut sembler bienveillant, ça peut aussi sembler pour l'autre intrusif. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît, Nicolas. Donc, alors dans les éléments que j'avais, il me manquait quelques petites choses, comme l'état de l'organisme, mais quelqu'un nous a transmis que lorsqu'il parlait à sa fille de la maladie, on ne sait pas dans quel état est l'organisme de son enfant, mais elle présente une réponse de colère. Au niveau comportemental, elle menace de plus voir son proche. Et au niveau cognitif, elle se sent agressée, trahie. Alors, j'ai fait un peu d'hypothèse au niveau émotionnel. Ce qui peut renforcer ce comportement de colère, c'est peut-être la tristesse, l'angoisse. Ça peut être aussi, au niveau comportemental, le rejet, l'isolement. Et au niveau cognitif, peut-être qu'elle se dit, je refuse d'être malade, ils ne me comprennent pas, j'aimerais ne plus y penser, que cela cesse. En tout cas, c'est les hypothèses que j'ai faites parce que je n'avais pas ces éléments-là, mais fort de l'expérience que j'ai, parfois, c'est ce qu'on peut retrouver. Et les conséquences négatives qui vont diminuer donc la probabilité d'apparition de ces menaces, ça va être la tristesse, les angoisses qui vont peut-être pousser l'autre à revenir vers son proche, le patient à revenir vers son proche. Et au niveau cognitif, peut-être ce sont mes parents, ce sont des gens qui m'aiment, ils sont bienveillants. Peut-être ces pensées-là. En tout cas, tout ça n'était pas dans l'exemple, donc ce ne sont que des projections. À partir de cette petite grille d'analyse fonctionnelle, j'ai essayé de vous proposer des techniques. J'ai bien compris dans ce que vous avez écrit et dans le témoignage qu'on a reçu, que l'objectif c'était j'aimerais qu'on puisse dépasser cela ensemble, l'aider, améliorer ses soins, ses progrès, les perspectives. Alors j'ai mis oui, mais pas n'importe quand en fait. Pas n'importe quand et il faut que la personne qui souffre soit acteur de tout ça, soit actrice, pardon, de tout ça. Donc ce que je vous ai écrit là, c'est redonner à votre proche la place qui serait la sienne sans la maladie. Trop souvent, on a tendance à stigmatiser, discriminer. Et donc, la place qui serait la sienne, on lui demanderait en fait. On demanderait à quelqu'un d'autre, voilà, j'aimerais te soutenir et t'aider de mon mieux. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vis, comment tu te sens, ce que tu attends de mon aide, tout simplement, hein. Donc, alors peut-être que c'est des choses que vous avez déjà faites, mais comprendre, ça peut être long, il faut être patient parfois, mais c'est important pour votre proche de comprendre qu'il a une main tendue, que cette main reste tendue et qu'il pourra s'en saisir au moment où il sera disponible. Ce que je vous ai mis ensuite, j'aimerais mieux te comprendre. Au moment où tu seras disponible pour discuter, je serai très honorée que tu m'expliques ce que tu vis, ce que tu penses. Des choses que moi je fais en entretien, hein. Je suis très honorée de votre confiance en fait. Ça me touche beaucoup que vous soyez en mesure de m'expliquer ce qui vous gêne et comment vous êtes entravé par vos symptômes. Un troisième point, pardon, c'est l'aider à verbaliser ses émotions, donc les verbaliser pour lui. Je comprends que tu sois triste, en colère, parce que c'est difficile d'identifier ses émotions et c'est quelque chose qui est abîmé dans cette maladie, hein. La capacité à identifier et à verbaliser ses émotions. Donc, je comprends que tu sois triste, en colère et que tu préfères ne pas en parler, voire ne pas y penser. Et je respecte cela. Fais-moi savoir quand et comment je pourrais t'aider. Vous voyez que là, on montre qu'on est concerné et que c'est quelque chose d'important pour nous de rester impliqué, de rester dans l'aide et dans le soutien, sans être intrusif et sans décider à quel moment on va en parler et comment.
pas ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait, Nicolas? Est-ce que vous voulez que les gens interviennent maintenant ou est-ce que vous préférez que, à chaque situation, est-ce que vous préférez qu'on finisse toutes les situations et qu'on intervienne après? Je vous entends pas. Vous n'avez pas le micro. Ah voilà, vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro, Nicolas. Je disais, si ça vous va, on peut continuer Hop. sur les différentes situations. Peut-être que ça pourra répondre aux diverses questions au fur et à mesure. On n'a pas pu répondre, on n'a pas pu prendre toutes les situations de tout le monde ou toutes les questions, mais alors certaines, on a essayé de les regrouper. Donc on a déjà préparé certaines questions ou certains thèmes à Ah, discuter ou à approfondir à la génial. fin. Merci beaucoup. OK. Bon, bah, très bien. Alors, situation suivante. On a 4 situations à vous présenter. Situation 2, c'est gérer les interactions. Alors, évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, hein. C'est les exemples que vous avez donnés, qui ont été sélectionnés. Et je ne suis pas certaine qu'on pourra être exhaustif ce soir, mais enfin, l'idée, c'est peut-être de vous donner des pistes de réflexion et d'action à chacun. Situation 2, c'est gérer les interactions. Lorsque quelqu'un a une demande de soutien, un proche, enfin quelqu'un qui souffre de schizophrénie a une demande de soutien permanent, un peu glucose, si vous voulez, comme on dit, qui a du mal à gérer les changements d'activité, qui a une angoisse très forte dans tous les changements. Vous savez que dans cette maladie, le changement est une source d'angoisse, mais tout changement de ligne de bus, changement d'appartement, les vacances, toute forme de changement est une source d'angoisse. D'ailleurs, ce que je vous ai mis, je suis tout en dessous, troisième ligne. Tout changement génère de l'angoisse pour les personnes souffrant de schizophrénie. Même ce qui vous paraît infime. Parfait. Merci, Nicolas. Donc, dans la SORC, on pourrait décrire les choses comme ça. Donc, l'exemple, c'était après une conversation au téléphone. On a le comportement problème, donc, dans la réponse. Me rappelle et s'accroche. J'ai oublié de te dire, d'accord, c'est ce que la personne atteinte de schizophrénie dit à son proche. On peut imaginer qu'il y a de l'angoisse, l'angoisse de changement, des transitions. Cognition, en tout cas, c'est ce que j'ai projeté. Je n'aime pas être seule, j'ai trop de symptômes. Lorsque je ne suis pas occupée, je ne sais pas quoi faire. C'est en tout cas des hypothèses de pensée. Alors, il peut aussi y avoir des hypothèses un peu délirantes. On peut aussi avoir des hallucinations à ce moment-là. Et peut-être que ça coupe les hallucinations d'avoir quelqu'un en ligne. En tout cas, dans les conséquences positives, c'est-à-dire qui augmentent le comportement problème, de rappeler, de s'accrocher, il y a l'angoisse évidemment. Au niveau comportemental, c'est un évitement de la solitude. Peut-être que je vous ai mis 2 symptômes, peut-être de rumination, d'hallucination, peut-être que quand il y a du silence, ça galope dans la tête. Au niveau cognitif, je ne sais pas m'occuper seule. Téléphoner occupe ma pensée, je ne sais pas gérer les transitions entre 2 activités. Ça, c'est déjà quelqu'un qui a bien réfléchi sur sa maladie, ses difficultés. Et les conséquences négatives, celles qui vont diminuer le fait que la personne rappelle et s'accroche, ça va être la détente, ça va être le fait d'être occupé. Dans les cognitions, c'est je peux me faire confiance, je peux m'occuper seule. En tout cas, c'est une hypothèse que j'ai formulée, puisque là encore, il me manquait des petits éléments. Mais bon, en effet, il aurait fallu qu'on fasse question-réponse et que je vous pose d'autres questions pour pouvoir avoir le détail des situations. Alors, dans les petites techniques que je vous ai proposées là, merci Nicolas. Faire la remarque entraîne des émotions négatives. Ah oui, parce qu'en fait, dans la situation qui a été décrite, une amie de la personne atteinte de schizophrénie avait expliqué ça à cette personne, lui avait dit, tu sais, lui avait fait une remarque négative en disant, tu sais, il faut que tu arrêtes de faire ça, c'est pas confortable. Qui avait entraîné des pensées négatives de on m'aime pas, personne ne me comprend, et un effondrement dépressif, un peu une tristesse, qui entraînait pire que mieux. Donc, faire la remarque entraîne des émotions négatives, tristesse, effondrement, personne ne m'aime, donc ça n'est pas la bonne méthode, d'accord? Même si parfois c'est utile de passer par une émotion négative, là, ce n'était pas le cas. Technique intéressante peut-être, ce que je vous ai mis, c'est projection, planification, rassurée. Projeter la personne dans la suite de sa journée. Que vas-tu faire après notre appel? Quand? Comment? C'est chouette, c'est intéressant.
et comment tu vas t'y prendre, à quelle heure tu y vas, etc. Pour que la personne puisse avoir une transition douce, sans angoisse, entre le coup de fil et la suite de sa journée. D'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, tout moment de transition et de changement est quelque chose d'angoissant pour ces patients. Ensuite, projeter la personne dans la suite de la relation. C'est vraiment bien de discuter avec toi. De mon côté, je vais faire blablabla. Et je serai content de t'entendre demain à 14 h si tu es disponible afin que nous poursuivions cet échange. Ouf, je ne suis pas abandonnée, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est peut-être une angoisse que la personne a à ce moment-là. Donc, intéressant de la projeter vers quelque chose de positif et la suite de la relation. On peut aussi, dès le début de la conversation, annoncer la couleur. Je suis contente de t'entendre, on va se parler pendant 20 minutes et ensuite, je vais faire, etc., etc. Et toi? D'accord? Donc, en fait, donner un cadre est rassurant. Les patients atteints de schizophrénie et de psychose, en règle générale, sont très sujets à l'angoisse. Les vides sont sujets à interprétation. Donc, plus vous allez donner des explications, plus vous allez cadrer les choses, plus vous allez contenir les choses, euh, et plus ils seront rassurés et moins il y aura ce genre de manifestation. On peut également rassurer sur le lien. Tu comptes beaucoup pour moi, mais je ne peux pas rester davantage au téléphone. Tu as des choses à faire, moi aussi, je serai contente qu'on se raconte tout cela demain. À 14 h. Vous voyez que la planification, elle est claire. Alors, bon, ça peut vous paraître excessif et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est très, 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 très rassurant d'avoir un point de départ, une finalité. Les routines sont précieuses pour les gens atteints de schizophrénie parce que ça les rassure. Donc, j'ai essayé, avec les éléments que j'avais, de vous faire une réponse sur toutes les problématiques qu'on pourrait avoir, la question de la projection, de la planification, la gestion de l'angoisse entre deux activités, mais aussi la question du lien et l'inquiétude qu'on peut avoir sur le fait que le lien ne se pérennise pas. Donc voilà ce que je vais vous proposer, donc des techniques plutôt de projection cognitive, mais aussi affective. Voilà. Alors, situation 3, c'est l'apragmatisme. Alors, contexte, ma fille de 35 ans souhaite depuis plusieurs mois passer commande pour un ordinateur. Elle a un projet professionnel depuis plusieurs années. Elle a commencé à s'inscrire. Elle a la volonté de démarrer. Elle se mobilise. Elle a même ouvert il y a 3 mois des comptes sur les plateformes d'annonces. Mais elle n'a toujours pas commencé ses tests depuis 3 mois et elle souhaite acheter un ordinateur. Pour l'achat de l'ordinateur, je lui signale qu'il y a les French Days, que c'est aussi des promotions. Elle est capable de tout s'acheter, et de regarder ça sur Internet. Elle cherche, elle se stresse jusqu'à l'épuisement sans pouvoir se décider. Donc, la personne qui nous rapporte la situation nous signale que la jeune femme est tout à fait capable, compétente pour cet achat technique, mais qu'elle y réfléchit depuis longtemps et que sa difficulté, c'est concrétiser et passer à l'action. Notre exemple, c'est, comme vous l'avez écrit, prendre sa douche, par exemple. Elle va annoncer qu'elle va prendre sa douche aujourd'hui, puis en fait, elle va la prendre dans 3 jours plus tard, une semaine, sortir acheter des cigarettes, ce qui peut paraître simple, mais en fait, c'est complexe. En réalité, dans la schizophrénie, il y a quand même une désorientation spatio-temporelle et une difficulté à se mettre en action, à faire des choix. Il y a une intolérance aussi un peu au doute, d'accord, au fait de se tromper. Donc voilà. Dans l'analyse fonctionnelle, moi, je me suis centrée sur la question de l'achat de l'ordinateur. Donc, doit acheter un ordinateur parce qu'en fait, dans l'analyse fonctionnelle, il faut vraiment choisir un moment. Vous ne pouvez pas faire une analyse fonctionnelle sur toute l'histoire, tout le comportement du patient sur plusieurs jours ou sur toute une journée même. C'est vraiment l'idée de faire une photo d'un état émotionnel à un instant T. Donc, elle doit acheter un ordinateur. L'émotion, c'est l'angoisse. Le comportement, c'est l'évitement. La pragmatisme, elle ne le fait pas. Au niveau cognitif, j'ai imaginé qu'elle se dit « je dois faire le bon choix, il faut que je me lance ». Ce qui va renforcer le comportement problème d'évitement d'un pragmatisme, c'est le fait de rien faire, d'accord? C'est les émotions de peur. Les cognitions, il y a beaucoup d'étapes. Par quoi je vais commencer? Un peu perdu, vous voyez, cette désorientation spatio-temporelle. Ce n'est pas le bon moment, je ne vais pas y arriver. Et dans les conséquences négatives, celles qui vont l'aider à passer à l'action, ça va être la satisfaction du projet, l'inscription sur les plateformes
Et au niveau cognitif, peut-être se dire, c'est bon, je suis compétente, je suis capable de faire ça. Voilà. En tout cas, c'est les hypothèses que j'ai formulées. Dans les techniques que je vous ai proposées sur cette situation, c'est fragmenter et planifier. C'est ce qu'on fait avec les patients qui ont du mal à passer à l'action. Elles semblent désorganisées. Il s'agit de l'aider à faire un programme. Donc, vous allez découper chaque action en étapes de 5 à 20 minutes maximum. D'accord? Donc, on va dire, voilà, OK, pour acheter tes pièces, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la première étape, la toute première étape? Donc, elle sait. On va dire, je ne sais pas, la carte mère, je dis n'importe quoi, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas mon domaine. On va dire la carte mère, OK, très bien. Et où est-ce qu'on trouve des cartes mères? Et combien de sites il faut regarder pour se décider? C'est quoi les critères de choix? Donc, vous allez voir qu'en fait, en découpant en petits bouts, chacune des actions, elle va pouvoir la faire. La globalité, ce qui était écrit dans la description, c'est l'approche globale est trop angoissante, trop holistique. Mais pour nous aussi, si je me dis j'organise mes vacances, si je me dis déjà je vais prendre mes billets de train, ok, il faut déjà que je choisisse les jours pour prendre mes billets de train. Mais vous voyez que, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait très spontanément quand on n'est pas malade. Et quand on est malade, c'est abîmé. Donc, il s'agit de découper chaque action en étapes de 5 à 20 minutes maximum. Et après, vous hiérarchisez les étapes avec la personne. Et puis ensuite, on va les planifier précisément, date et heure, les étapes dans la semaine, le mois, à l'aide d'un emploi du temps ou d'un agenda. Et ainsi, la personne souffrant de schizophrénie va prendre rendez-vous avec l'activité. Et en prenant rendez-vous avec l'activité, il n'y a plus de stress parce que ça répond aussi à la situation juste avant, hein. Il y a une projection, il y a une planification, je sais que je vais faire ça tel jour, etc. Et ça, c'est très rassurant. Plutôt que le vide, l'angoisse, le temps qui s'étire, j'ai le temps pour le faire et finalement, je ne fais pas. Voilà sur cette situation 3. Ouais, et peut-être, comment est-ce que ce serait possible de pouvoir amener cette technique-là, de la proposer avec à son proche pour voilà, pour qu'il soit d'accord pour le faire. Peut-être en expliquant, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on en discute et j'ai compris qu'en fait, c'est pas que tu voulais pas, c'est que c'était difficile. Et je te propose qu'on essaye quelque chose de nouveau, une nouvelle méthode ensemble, où on va découper en petites étapes, parce qu'on sait que ça fonctionne bien les petites étapes. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, qui es expert de ton domaine, si moi, je devais acheter un ordinateur, par quoi il faudrait que je commence? Donc, lui amener, voilà, en sachant qu'en fait, je ne pourrais pas consacrer plus de 5 à 20 minutes à chacune de ces étapes. Qu'est-ce qui te paraît prioritaire? Et puis après, on va se rendre compte qu'en fait, ils exagèrent. On dit, il va falloir acheter ça, tout en même temps. La priorité, ce serait quoi? Imaginons, je n'ai pas le temps. La toute première étape, c'est quoi? Vous voyez? Découper en petits bouts pour que ça paraisse digeste. Ok, très bien. Et donc, à quel moment on va pouvoir le faire, ça? Quelle heure c'est le plus propice? À quelle heure il y a le moins de monde sur les sites internet? Vous voyez, puisqu'elle a l'air d'avoir les compétences techniques, hein, c'est ce qui a été décrit. Donc, il lui manque les compétences comportementales, en fait. Ça répond à votre question? Oui, très bien, plus. Merci. Merci, Nicolas. Ma fille de 30 ans vit dans une inquiétude totale, aussi bien sur elle qu'en son salle. Et quand elle repart de chez moi, elle vient déjà une fois par semaine, je fais un grand ménage, cuisine, WC, nettoyer le poignet, la porte. Ça me déprime. Comment le faire comprendre ou accepter un minimum d'hygiène? Alors, l'incurie est un symptôme et donc il va falloir le traiter comme tel. D'accord. C'est très important de considérer que c'est pas quelque chose qui est mis en place spontanément pour vous embêter ou les patients ne se rendent pas compte, quoi. Alors, est-ce que vous voulez bien passer merci. Le stimulus, c'est ma fille incurée qui déjeune chez moi et repart. Mon émotion, c'est je suis triste, je fais le ménage. Comment lui faire comprendre? Voilà, j'ai fait plein de fautes de frappe, je suis désolée. Comment lui faire comprendre? Et puis également, ça m'attriste de voir qu'elle se dégrade. J'aime pas le fait de la voir comme ça. Ça me rappelle à une réalité qui est désagréable. Peut-être ça rappelle aussi aux hospitalisations au moment de crise, hein.
Les conséquences positives, celles qui renforcent le comportement actuel, c'est de rien dire. D'accord. L'émotion aussi, l'émotion de soulagement, quand elle part, il faut se le dire en fait, hein, qu'on est soulagé de se dire elle part. Cognitive, si je lui dis, elle va mal le prendre. Les conséquences négatives, celles qui diminuent l'apparition du comportement, on a choisi ménage là en l'occurrence, mais ça aurait pu être abattement. Ok. Les émotions, l'anxiété anticipatrice de la prochaine visite, ça c'est ce qui pourrait pousser à dire quelque chose. Au niveau comportemental, c'est l'évitement de l'avoir trop souvent. On évite de multiplier les contacts parce que c'est coûteux, énergivore. Et au niveau cognitif, je suis la seule à pouvoir lui dire. Peut-être que c'est une des situations, une des pensées qui pourrait pousser à dire les choses. Dans les techniques que je vous ai proposées là, merci Nicolas, il faut lui en parler et faire un contrat. D'accord, en fait, les patients ne se rendent pas compte qu'ils sont écuriques. Moi, j'ai un monsieur qui m'a dit merci quand je lui ai dit les choses, parce que personne n'osait lui dire dans son entourage. Et donc, je lui dis, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose, un peu comme je vous l'ai écrit là, hein, puis je te parlais de quelque chose qui me gêne. Je constate que l'hygiène corporelle et du domicile est quelque chose de difficile pour toi. Je sais que cela peut faire partie des symptômes et que ce n'est pas ta faute. D'accord? Tout de suite, on déculpabilise. C'est peut-être angoissant pour toi. Il y a des patients qui sont angoissés par le contact de l'eau sur la peau, hein, d'accord? Avec ces angoisses de dents dehors, de porosité, et pour qui la douche est vraiment un calvaire, hein, d'accord? Il y a des hallucinations synesthésiques. Donc c'est peut-être angoissant pour toi, cependant, et parce que je t'aime, je dois te dire que cela a des conséquences, car te voir négligé me fait de la peine et les odeurs de tes vêtements sales me gênent lorsque nous nous voyons, de même que tes ongles sales, etc. On va utiliser de la révélation de soi. Ça me fait de la peine et j'y pense souvent à ça. On va aller à la pêche à l'empathie, parce que c'est souvent des patients qui ne sont pas forcément très empathiques, qui ne se rendent pas forcément compte de ce que ça déclenche chez les autres. Que penserais-tu si je te recevais dans une maison sale? Exemple, comme chez elle, détritus au sol, cendres dans des vêtements sales. Bah, pas terrible, hein. Alors, il y en a qui vont dire je m'en fous, hein. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire non, c'est pas terrible. Moi, c'est ce que je leur dis. Qu'est-ce que vous en penseriez? Si je vous recevais, je n'étais pas coiffée, pas lavée, avec un pull sale, avec des trous, des taches, qu'est-ce que vous penseriez? Est-ce que vous diriez c'est une bonne psychologue? Est-ce que j'ai envie d'aller la voir? Et donc, une fois qu'on a expliqué ça, on va exprimer ses intentions et un contrat. J'ai envie de continuer à te voir, parce que je dis aux patients, j'ai envie de continuer à vous aider, mais je suis mal à l'aise, ça a des conséquences. Oui, parfois, il faut que j'aère, il faut que je nettoie, et puis je suis mal à l'aise, quoi. Accepteras-tu de prendre une douche complète? Donc, on décrit précisément corps, cheveux, mains, avant de venir déjeuner à la maison. Cela changerait beaucoup de choses pour moi et me paraît important. Et donc là, on fait un contrat. D'accord? On fait un contrat d'objectifs ensemble. Je le fais régulièrement avec mes patients, hein. Cette question de l'hygiène, de l'incurie, je le fais avec tous mes patients. Moi, je me dis, si vous l'avez qu'une seule fois par semaine, s'il vous plaît, juste avant de venir me voir. Et ça marche bien. Et ce que j'observe, c'est que ces patients, finalement, sont un peu coquets. Ils font un effort, en fait, quand ils viennent me voir. Alors, comme ça, j'ai des patients aussi qui ont pris l'habitude de faire un peu plus attention par égard pour les autres, comme par égard pour moi. Après, il n'y a plus qu'à transposer, de dire, là, vous allez voir vos parents, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de leur montrer comme vous êtes capable de bien choisir vos vêtements, de faire un effort de propreté, comme vous faites avec moi, et hop, on obtient une deuxième douche dans la semaine. Et ce que je leur demande quand ils sont très, très angoissés, c'est à minima la toilette de chat. Et souvent, on commence par la toilette de chat. Alors, la toilette de chat, c'est gants de toilette, visage, aisselle, partie intime. C'est le minimum syndical, élément. Voilà. Toilette de chat. Et ça, je leur demande tous les jours. OK? Et puis ensuite, si c'est vraiment trop angoissant et qu'il y a des hallucinations synesthésiques, à ce moment-là,
on travaillera sur les angoisses et sur les hallucinations synesthésiques liées à la douche. Mais c'est voilà, dans un second temps. L'incurie est souvent quelque chose de protecteur. Pensez aussi que c'est des gens qui sont très angoissés par le contact avec les autres. Et donc, clairement, l'incurie met quand même une petite distance entre soi et autrui. Hein. Donc, ça vaut le coup de l'aborder. C'est pas... Ils vont pas mal le prendre si vous l'abordez de façon affirmée, c'est-à-dire en vous impliquant et en parlant de vous, ce que ça déclenche chez vous. Mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un peu touchy et il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas, en fait, hein, y compris des gens de ma profession, hein, qui n'osent pas parler de la question de l'hygiène. Mais bon, tourner à l'humour, à l'empathie, et j'aimerais comprendre, en fait, pourquoi c'est comme ça pour vous. Qu'est-ce qui est si difficile pour vous? Et pourquoi ça ne vous embête pas? Ou pourquoi ça ne vous embête pas de vous présenter sale? Mais également, pourquoi ça vous embête de prendre une douche ou de faire une toilette? Qu'est-ce qui est si difficile? Si c'est j'y pense pas, bon, bah, il suffit d'en parler, ils vous remercient, bah, merci beaucoup, personne n'ose me le dire. Je dis, bah oui, là par exemple, vous avez une tâche là. Je leur dis, moi, ça va moins bien. Là, vous me remettez des pulls avec des taches et des trous. Est-ce qu'on n'a pas des pulls sans taches et sans trous? Et ce serait lequel que vous pourriez mettre la prochaine fois que vous viendrez au rendez-vous? Et donc, à chaque fois, par contre, il y a du renforcement énormément. C'est-à-dire, merci beaucoup, ça me touche énormément, que vous ayez entendu, que vous ayez fait cet effort, je sais que ça vous coûte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes regardé dans la glace? D'avoir pris cette douche, de vous être habillé, etc. Avoir tous ces espaces de valorisation et de renforcement. Alors, vous avez aussi des infirmiers en général hein, qui travaillent sur l'hygiène. Normalement, c'est aussi s'il y a un suivi un peu pluridisciplinaire avec psychiatre, psychologue, infirmier, assistant social, c'est souvent l'infirmier qui s'occupe de cette partie-là. Ouais. Alors, dans la famille, qu'est-ce qu'on observe? On observe, là, c'est ce qu'on discutait de ça aujourd'hui avec Nicolas. On avait parlé de faire des analyses fonctionnelles croisées, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une analyse fonctionnelle croisée? Mon comportement va avoir des conséquences sur l'autre, d'accord? Des répercussions sur le comportement de l'autre, d'accord? Par exemple, si je fais du bruit dans ma chambre, je suis une patiente schizophrène, j'ai beaucoup de symptômes, je fais beaucoup de bruit dans ma chambre, d'accord? Parce que je fais les 100 pas, je suis tendue, je suis angoissée, etc. Si je fais beaucoup de bruit dans ma chambre, bah, je vais peut-être avoir un proche qui va rentrer, qui va dire « Dis non, tu fais du bruit, etc., tu m'ennuies. » Et peut-être que cette irruption-là va m'angoisser encore plus. Et du coup, je vais faire encore plus de bruit. Parce qu'en fait, déjà, si j'étais en train de faire les 100 pas, c'est que j'étais angoissée. Ce qui va encore plus angoisser l'autre, le proche qui va penser que je le fais exprès pour l'embêter. En fait, je ne le fais pas exprès pour l'embêter, je le fais parce que ça me libère de mon angoisse. Et on voit comment l'escalade peut arriver. D'accord? Et on n'a malheureusement pas eu de situation avec cette escalade. C'est pas très grave, mais on aurait pu détailler cette situation-là, l'escalade, et comment on arrête l'escalade. C'est des techniques qui sont proches. J'entends que tu fais du bruit, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? Non, non, c'est rien. Tu fais les 100 pas, ça fait du bruit, donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui te gêne. Et si tu veux venir m'en parler, je suis juste là. Ou si tu as besoin de faire une activité pour te calmer, je suis juste là. D'accord? Donc, il s'agit d'identifier comment mon comportement va impacter celui de l'autre afin de casser la chaîne et l'escalade des comportements toxiques entre les autres, entre nous, entre un patient et ses proches. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on en arrive à s'énerver. Tu m'emmerdes. Pardon, c'est un grand mot. Et donc, ça abîme évidemment la relation. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'espère que c'était clair. L'idée, c'était, ce qu'on a voulu avec Nicolas, c'est vous proposer quelque chose un peu illustré avec vos situations et que ce soit interactif. Donc bah, je suis là pour répondre à vos questions avec Nicolas. Voilà. Alors, au niveau des questions, donc les micros des participants sont coupés, mais ils peuvent tout à fait intervenir dans le chat, poser les questions. Si ça vous va, j'arrête le partage d'écran.
En tout cas, dans les points qui revenaient souvent, les questions qui ont été posées déjà lors de l'inscription, il y avait beaucoup de choses autour voilà, de la conscience du trouble, ou plutôt de l'absence de conscience du trouble, et comment aider. Et puis visiblement, il y avait pas mal de notions un petit peu différentes qui revenaient, mais qui étaient visiblement utilisées comme synonymes. Donc il y avait défaut d'insight, anosognosie, déni. Donc peut-être est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ces 3 notions-là, et puis donner un peu une idée de ce qu'on peut faire si la personne n'a pas conscience de ses troubles. Alors, vous m'avez dit anosognosie, défaut d'insight et Et déni. déni. Anosognosie, c'est le mot scientifique pour dire qu'on n'a pas du tout conscience d'avoir une maladie. Ok. Le déni, c'est, bon, quelque part dans ma tête, je sais que je suis malade, mais je ne suis pas d'accord. Ok. Et le défaut d'insight, c'est un petit peu, mais pas trop, pas complètement. Oui, j'ai peut-être un peu des symptômes, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que ça, c'est vraiment un symptôme? Est-ce que ça, c'est vraiment passé? Voilà. Le défaut d'insight, avoir un insight faible, c'est avoir une conscience partielle de ces troubles. Donc, l'anosognosie, ce n'est pas du tout. Vous pouvez avoir dans des maladies neurologiques, par exemple, une anosognosie totale, pas du tout conscience de la maladie. Le déni, comme son nom l'indique, c'est ouais, je ne suis pas d'accord. D'accord, ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Et le défaut d'insight, l'insight, on peut le définir comme la connaissance de ces troubles et les conséquences qu'ils ont dans notre vie. D'accord? Donc, un défaut d'insight, ce serait, bon, ok, je suis schizophrène, mais enfin bon, je vais quand même passer mon diplôme pour être astronaute. Ok? En fait, ça a des conséquences quand même. Est-ce que je ne suis pas un petit peu angoissée? Est-ce que je ne suis pas freinée dans ma concentration, dans ma mémoire, dans mon attention? Est-ce que, je prends astronaute parce que je sais que c'est vraiment très, très, très élitiste avec des exigences physiques, intellectuelles, culturelles, de réactivité, etc. Or, on sait qu'il y a un ralentissement dans la schizophrénie, on sait qu'il y a des déficits cognitifs importants. Donc, le défaut d'insight, c'est finalement une conscience partielle de la maladie. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Vos questions. Oui, je pense. Et après, justement, comme la conscience, elle est partielle, c'est-à-dire que la personne a au moins en partie conscience de difficultés, peut-être pas forcément des symptômes positifs, mais des fois, ça peut être juste les difficultés cognitives, se plaindre de sa mémoire. Non, moi, je suis pas malade, mais j'ai juste du mal à me concentrer. Mm. Et dans ce cas-là, comment est-ce que ça pourrait être possible pour des proches d'essayer d'aider, d'utiliser ça comme une porte d'entrée, en fait? Alors bon, déjà, ce n'est pas aux proches de le faire, c'est quand même plutôt aux médecins et aux psychologues de poser des diagnostics et d'évoquer tout ça. Mais exactement comme vous venez de le décrire, en fait, Nicolas. Moi, souvent, quand les patients sont dans le déni, je m'appuie sur les troubles cognitifs. Est-ce que vous n'êtes pas gêné pour mémoriser, pour faire attention, pour être concentré? Et ça, est-ce que c'est pas quelque chose un peu d'handicapant, de difficile? Et d'où ça pourrait venir? Et c'est depuis quand? Et donc, en fait, là, par exemple, je travaille avec un monsieur qui n'est pas du tout stabilisé par ses traitements, qui est à peine apaisé. Et donc, on travaille précisément sur cette conscience des troubles, parce qu'en fait, c'est le début de la suite. C'est-à-dire, sans conscience de ces troubles, on n'arrive à rien. Et à un moment, il me dit, non, mais je ne suis pas schizophrène. Schizophrène, c'est trop connoté, c'est trop négatif, parce que je commence à discuter avec lui des interprétations. Peut-être que c'est ça, et puis peut-être que c'est autre chose, et puis peut-être que quand on est trop sûr, peut-être que c'est embêtant. Ça nous freine pour la souplesse, ça nous freine pour intégrer plus de paramètres dans notre réflexion, etc. Et sur son ralentissement, il me dit, non, mais moi, je ne veux pas être schizophrène, c'est trop connoté. Je lui dis, mais qui a dit qu'on était obligé d'appeler ça la schizophrénie, en fait? On parle juste de ce qui vous gêne aujourd'hui. Et on parle juste de ce qui vous gêne. Et moi, mon travail à ce moment-là, c'est de travailler sur l'insight. Peu m'importe s'il appelle ça schizophrénie ou peu importe.
Ce qui m'importe, c'est qu'il comprenne qu'il a une difficulté, que le traitement est nécessaire et que la prise en charge est nécessaire avec, un accompagnement, sur les difficultés qu'il rencontre, faire plus d'hypothèses alternatives sur, les raisons sur les éléments persécutifs qu'il peut avoir et ça l'apaise énormément et le jour où je lui ai dit: «Ben, on n'est pas obligé d'appeler ça schizophrénie en fait, on peut appeler ça, autrement, difficulté quoi». Il a été très soulagé, il s'est énormément ouvert donc je pense que ce qui est important, c'est de pas mettre des mots trop violents, ceux que les gens peuvent pas entendre, et plutôt essayer de choisir, la façon dont la personne va adhérer, en fait, à son projet de soin. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. Il s'agit d'adhérer à un projet de soin. Il s'agit pas, d'avoir du vocabulaire scientifique. Ça, c'est pas leur sujet. Donc moi, voilà comment j'amène un peu les choses. J'amène les choses avec les éléments cognitifs parce que ça, ils sont tous d'accord pour dire: «Bah, je suis freinée, je suis ralentie, j'ai du mal à me concentrer, à mémoriser». Ça, c'est quelque chose sur lequel ils adhèrent bien. D'accord, et ça justement, on va dire, il y a beaucoup de je suis le chat en même temps. Visiblement, il y a beaucoup de patients qui veulent, pas être soignés. Les seuls contacts, des fois, c'est avec la famille justement, on va dire, il peut y avoir une certaine réticence, à aller, vers les soignants. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi, aider? L'aider à trouver ses propres motivations pour sauter le pas? Alors malheureusement, c'est vrai aussi qu'il y a des parcours qui sont longs, c'est-à-dire fait de nombreuses rechutes, pas envie d'accéder aux soins. Quand, le jeune est adulte, c'est pas évident, c'est clair, c'est pas évident et les proches sont en première ligne. Alors, comment les faire adhérer aux soins? Bah, je pense qu'il y a des structures, ça dépend en fait de chaque patient, hein. Il y en a qui sont plutôt sensibles, au fait qu'ils partagent des expériences avec d'autres patients. Il y en a qui sont plutôt sensibles au fait que, bah, on les accompagne. Je voyais dans le chat, il y a des gens qui ont pas de rendez-vous avec des psychiatres, il y a des gens ouais. Alors, c'est vrai que dans ce contexte-là, on développe de plus en plus la question de la pérédance qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire, des patients qui ont avancé, qui vont beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus stables et qui peuvent être une porte d'entrée, vraiment fondamentale pour les soins. Donc je sais pas si ça répond un peu à votre question, mais il y a pas une seule façon de faire, en fait, je pense. Ouais, bah, après, on va dire, là, c'est des questions qui sont très générales, mais chacun pourrait essayer de voir avec, l'analyse fonctionnelle peut-être, ce qui peut bloquer. Si je continue à suivre un peu les questions, donc il y avait des questions notamment sur tout ce qui était, toxicomanie, et notamment consommation de tabac, de cannabis. Est-ce que pour ça, c'est les TCC sont quelque chose qui peut être, utile? Oui, ouais, ouais. Alors, souvent les consommations sont utilisées pour gérer les symptômes. Donc alors, le cannabis évidemment, malheureusement, déclenche les symptômes, donc augmente les idées délirantes, augmente les hallucinations, augmente tous les symptômes, parce que ça agit sur le même réseau de neurones que la schizophrénie. Donc, ça, c'est vraiment à prohiber. Moi, je leur explique, très, très rapidement et en général, ils le perçoivent, hein, ils sont beaucoup plus angoissés, donc rapidement, quand on leur explique ça, ça diminue. Le tabac, c'est l'inverse, ça diminue les hallucinations, donc c'est plus compliqué à arrêter, mais c'est peut-être pas la priorité au début. Voilà, le cannabis très clairement, mais de toute façon, il faut bien imaginer que c'est très angoissant d'avoir des voix, des idées de persécution et qu'on va chercher, rapidement, une manière de s'apaiser, en fait. Et les toxiques sont souvent une manière de s'apaiser, en tout cas au début des troubles. Donc, c'est malheureusement très fréquent que les patients consomment. En général, quand ils ont un traitement qui leur convient, ils consomment beaucoup moins. Alors, trop de café, trop de clopes, ça, je vous l'accorde. Mais globalement, ils diminuent, ils arrêtent les toxiques, y compris l'alcool, qui n'est pas très, très compatible avec les traitements. Mais en général, ils diminuent tout ça, les consommations. Et je pense que c'est une cible privée. Le cannabis est prioritaire, clairement. Cannabis, bon, évidemment, les autres cochonneries, cannabis, alcool, c'est prioritaire parce que ça majore les symptômes. D'accord. Ensuite, justement, peut-être dans
même ligne, il y a des personnes qui nous rapportaient notamment des crises de boulimie ou des troubles du comportement alimentaire qui étaient liés à la maladie. Mm. Pareil, ça peut être l'angoisse ou les symptômes. Alors, ça peut être les traitements, on ne va pas se mentir. Il y a des traitements qui augmentent l'appétit. Ou en tout cas qui n'ont pas de sentiment de satiété. Donc, il y a certains traitements qui sont connus pour ça. Donc, en fait, si on observe une prise de poids ou un comportement alimentaire qui change vers une hyperphagie ou des boulimies, tout de suite retourner vers le psychiatre en disant ce traitement-là, faudrait le modifier parce qu'il y a des patients qui prennent en effet 20 à 30 kilos dans la première année, quoi. Donc, ça, c'est en effet compliqué. Il y a déjà des problématiques comportementales, cognitives. Si en plus on ajoute le trouble alimentaire et l'image de soi, ça majore les problématiques. Mm. Mais c'est une façon de répondre à l'angoisse, hein. Alors, peut-être les traitements, hein, mais c'est quand même une façon de répondre à l'angoisse. D'accord. Justement, bon, les crises de boulimie, si on remettait ça dans l'analyse fonctionnelle, dans la SORC, ce serait dans quelle catégorie? Bah, les crises de boulimie, le fait, dans les comportements, dans le R, dans la réponse, d'accord? Dans la réponse, c'est je mange. Les stimuli, ça peut être très différent. Ça peut être un changement d'environnement, ça peut être là, je suis à l'hôpital 2 jours, il y a trop de monde, j'ai une réunion de famille, il y a trop de monde, ça m'angoisse, il faut dire bonjour à tout le monde. Euh, Tous les facteurs d'angoisse, en fait, qui vont, ou le soir, je sais pas, ou avant un rendez-vous médical, j'ai pas envie d'y aller, l'injection. Voilà, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est dans les réponses. Et donc, c'est souvent associé à une émotion d'angoisse, qui n'est même pas forcément perçue par l'individu, hein, qui est juste vécue. Moi, j'avais fait un pot de départ, mon premier poste, et un hôpital de jour, et j'avais un patient, j'avais fait beaucoup de trucs, mais beaucoup de petits trucs, qui mangeait, qui se remplissait, mais il se remplissait. Et je lui dis, mais je vois que ça vous plaît, ce que j'ai fait, je suis très touchée. Et il me dit, mais oui, je veux faire honneur, je veux faire honneur. Bon, bah voilà, on a fait un petit entretien, puis moi, j'ai compris en fait qu'il y avait de l'angoisse au fait que je partais. On a discuté un petit peu de ce départ, de ce qui allait se passer après. On l'a reprojeté vers la suite, même si on avait déjà fait ce travail-là. Et voilà, et sur le reste de l'après-midi, il a profité normalement, sans angoisse, mais en fait, il n'arrivait pas à verbaliser, à mettre le doigt sur le fait que la psychologue avec laquelle je travaille depuis 4 ans, elle s'en va. Et c'est dur, en fait, effectivement. C'est un repère qui s'en va, même si c'est pas ma meilleure amie, c'est pas un proche, c'est pas de ça, mais c'est quand même quelqu'un avec qui je travaille depuis 4 ans, donc il fait partie un peu des murs, quoi. D'accord. Et justement, la crise de boulimie, ça permettrait de diminuer l'angoisse, et ça, en soi, diminuer l'angoisse, ce serait le renforcement. Exactement. Ça diminue l'angoisse, il y a un soulagement. Pourquoi? Parce qu'en fait, manger, ça fait plaisir, en fait, hein, on le sait tous, ça. Euh, et alors, donc, c'est pour se nourrir, mais ça nous permet quand même de sécréter de l'endorphine, d'accord? Au même titre que l'activité sexuelle, le sport, tout ça, ça génère des endorphines. Alors, malheureusement, sur un court terme, ce qui fait qu'on continue, on mange plus. Et je pense que c'est clair, on va pouvoir passer à d'autres questions. Donc, il y en avait en général sur pas seulement le crise de boulimie, mais en général les comorbidités, et notamment sur les TOC. Et est-ce que pour ça, les TCC peuvent être efficaces? Oui, bien sûr. Alors, les TOC, c'est aussi un symptôme d'angoisse. Donc, alors, je vous remercie de parler des comorbidités parce que la schizophrénie n'est pas exclusive. On peut être déprimé, on peut faire des attaques de panique, on peut avoir des TOC et les TOC se traitent très bien en TCC. Donc, les TOC dans la schizophrénie se traitent aussi très bien. C'est une réponse d'angoisse, hein, encore une fois, hein, les TOC, hein. Je vérifie, j'ai du mal à partir de chez moi. C'est souvent dans les moments de transition, hein, les TOC. Euh, voilà. Donc, en effet, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est un traitement du TOC avec
un apprentissage d'une méthode de détente, de relaxation et prévention de la réponse, c'est-à-dire je vais m'exposer à ce qui m'inquiète, sortir de chez moi, par exemple, sans vérifier 15 fois l'électricité, les fenêtres, etc., etc. Donc, en fait, si je le fais 15 fois, je vais peut-être demander à la personne qu'est-ce qui est acceptable dans un premier temps, vous allez respirer, puis peut-être on va le faire 14 fois. Pendant une semaine, on va le faire 14 fois. Puis la fois d'après, on va le faire 13, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Non, mais c'est fréquent, hein, c'est très, très fréquent, en effet. Et bah, justement, parce que vous parlez de l'humeur, il y avait aussi des questions par rapport à ça, et il y a plusieurs personnes qui évoquaient, on va dire, une humeur assez négative chez le proche, et en lien avec ça, un refus de communiquer, vraiment un repli très marqué. Mm. Alors, le repli dans la schizophrénie, il peut être dépressif, mais pas seulement, hein. Il peut être juste le retrait, en fait, le retrait un peu autistique, psychotique qu'on observe dans la schizophrénie. Et donc, votre question, c'est? Bah, l'idée, c'était un peu de détailler, donc effectivement, déjà, est-ce que forcément, parce que la personne refuse de communiquer, c'est parce qu'elle est déprimée? Est-ce que... Bah non, pas forcément. Ça peut être juste qu'elle a rien à dire. Voilà, c'est le retrait autistique, hein, le repli autistique qu'on observe chez les jeunes autistes, quoi. La communication est utilitaire, c'est-à-dire que je ne parle avec mon proche, je ne communique avec mon proche que si ça sert à quelque chose. D'accord. Est-ce que vous voyez encore d'autres raisons possibles qui pourraient, bah, voilà, conduire à ne pas vouloir communiquer, pas vouloir parler? Bien sûr, le sentiment d'être trop différent, trop singulier, j'ai rien à dire, ça fait 5 ans que je fais rien, que je suis sortie du scope des études, que je travaille plus, donc je suis pas intéressant, donc ça peut être ce repli-là aussi, hein, plutôt dépressif. Mm. Mais c'est plutôt lié à plusieurs années de maladie, ça déjà. D'accord? Quand on a eu du mal à trouver un traitement ou quand la stabilité est pas satisfaisante, qu'il y a beaucoup de symptômes négatifs, il peut y avoir un repli qui est plutôt un repli ou anxieux ou dépressif lié au fait que je me sens trop différent en fait. J'ai pas ma place. D'accord. Et tout ce qui est le côté plus symptômes positifs, est-ce que ça pourrait être aussi une hypothèse qui peut C'est-à-dire? expliquer le refus de communiquer? Ah oui, bien sûr. Bah oui, quand vous êtes. Oui, très bien, Nicolas. Oui, mais en effet, quand on est bien délirant, on est dans sa tête. Voilà, on est dans sa tête et on n'est pas du tout disponible pour autre chose. Donc, en fait, si je pense que je suis Jésus et que j'ai une mission messianique à accomplir prochainement et que j'ai l'impression que Dieu me parle, évidemment, j'ai pas ni d'intérêt, ni même, je vois même pas l'autre en fait dans l'environnement. Il fait pas partie vraiment de mon environnement. D'accord. Et après, peut-être plus pour préciser sur un cas, il y a une personne qui nous dit bah, que faire quand mon proche est silencieux et que je ressens qu'il veut me dire quelque chose. Là, Mm. comment s'y prendre finalement pour réussir à reprendre le contact dans ce cas-là? Je pense qu'en restant disponible, voilà, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que tu serais plus confortable pour me l'écrire ou pour me le dessiner, pour me faire un petit mail? Tu sais que je peux être disponible. Dis-moi à quel moment tu souhaites qu'on discute. Ou si c'est inconfortable pour toi, écris-moi. Mais encore une fois, pas forcer la communication, mais plutôt verbaliser ce qu'on fait en affirmation de soi, c'est verbaliser ce qu'on ressent en fait. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire et je voulais t'assurer que je vais être disponible pour l'entendre au moment où tu seras prêt pour me le dire. D'accord. Oui, ça peut aussi être utile. Alors, si je regarde dans le chat, il y a une personne qui nous demande est-ce qu'il existe un réseau, un listing des psys qui prennent en charge la schizophrénie par les TCC? Et donc, normalement, Laurence a mis l'annuaire de la FTCC
Alors ouais, donc à la FTCC, vous avez aussi un GIE, un groupe d'intérêt et d'études sur les troubles psychotiques. Et donc, vous pouvez peut-être contacter aussi la FTCC pour demander les coordonnées de gens qui travaillent avec des patients schizophrènes. On est en train de travailler là-dessus, en fait. On aimerait que ce soit plus simple pour les patients de repérer les bons interlocuteurs. Mais c'est un peu compliqué, ces histoires de sites. Bon. Donc, demandez peut-être au secrétariat si ils peuvent vous donner quelques noms. Alors, ça dépend aussi où vous êtes. Je pense qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Ça ne peut pas être désagréable, mais je pense qu'il y a des lieux de France où il n'y a pas de psychologue TCC tout court, d'ailleurs. Il n'y a pas de psychologue qui voit les patients schizophrènes. Enfin, bon, il y en a à Toulouse, il y en a beaucoup à Montpellier, il y en a à Paris. Je pense même qu'il y en a en Bretagne. Il y en a dans l'Est. Il y en a au Vinatier, enfin, près du Vinatier, à Lyon, là, à Grenoble aussi. Bon. Mais demandez-leur. Et oui, effectivement, sinon la personne précise, est-ce qu'on peut tout simplement les appeler? Effectivement, peut-être la Ah, vous solution la pouvez... plus simple pour avoir des renseignements. Ouais, ouais. Appelez la FTCC, oui, parce que vous ne paluchez pas tout le répertoire de thérapeutes. Non, mais s'il y en a un à côté, ça peut être. Voilà, alors, s'il y en a un à côté, appelez-le, ça vaut la peine. Mais si ce n'est pas quelqu'un à côté, demandez plutôt directement à la FTCC. Voilà. Puisqu'on a abordé aussi un petit peu la question de l'humeur, dans la schizophrénie, qu'est-ce qui peut aider à améliorer l'humeur et à reprendre confiance en soi? Alors, c'est comme dans la dépression, c'est les activités plaisantes. Il faut faire des activités plaisantes. Les activités plaisantes, c'est quoi? C'est des activités qui sont courtes, qui durent 5 à 10 minutes, qui se font seules, qui ne sont pas liées à une consommation et il n'y en a pas plus qu'une sur les 3 que je demande par jour sur écran. D'accord? C'est pas je me lobotomise devant l'écran. Donc, ça peut être faire une balade, ça peut être faire une caresse à son chat, ça peut être lire un petit truc qui nous fait plaisir, faire du coloriage, cuisiner, c'est cuisiner mais pas manger, d'accord? Après, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien faire de la musique, il y a des gens qui aiment écrire. Ça dépend de chacun, voilà. Mais s'orienter vers les activités plaisantes. Et après, augmenter l'estime de soi. Et l'augmentation de l'estime de soi, ça se fait par des activités de production. Je cuisine, je peins, bon, des choses où je produis. Ça augmente l'estime de soi. Donc d'abord, améliorer l'humeur, c'est les activités plaisantes, d'accord? Tout simplement, en fait, c'est la thérapie de Levinson. Levinson, il nous dit, en fait, ce qui fait que l'humeur est équilibrée, c'est parce que on a, en gros, autant de choses contraignantes que de choses agréables dans nos vies. Et quand il y a un déséquilibre, qu'il y a plus de choses contraignantes qu'agréables, on se déprime. Il nous a dit ça il y a déjà bien des années. C'est thérapie comportementale, je crois, dans les années 40. Et donc, en fait, en rééquilibrant ça, en mettant plus de renforçateurs, de choses positives, on arrive à améliorer l'humeur en 4 à 10 jours quand même. Alors, c'est pas la grande joie, c'est pas le nirvana, mais enfin, on améliore. Il y a une amélioration de l'humeur qui est assez visible. Ok. Alors, visiblement, sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure de communication utilitaire, ça fait un petit peu réagir. Il y a des gens qui demandent si on peut améliorer cette communication. Et du coup, si oui, comment? Ouais. Oui, en fait, alors, enfant, non, mais quand on grandit, on va expliquer, en fait. On va expliquer pourquoi c'est important, pourquoi pour la personne c'est singulier, que cette personne-là a une communication utilitaire, mais pourquoi aussi c'est important de générer des émotions positives ou de ne pas générer d'émotions négatives chez l'autre.
Et générer des émotions positives, bah, ça peut être en effet prendre des nouvelles de votre maman au moins une fois par semaine. Ça lui ferait plaisir. Oui, mais bah, elle va savoir que c'est automatique et je vais mettre dans mon emploi du temps. Peut-être, ça nous, on le sait entre nous, mais elle, quand elle va voir que votre nom s'affiche sur le téléphone et que vous allez prendre de ses nouvelles, peut-être de façon un peu automatique, et ben, ça va lui faire plaisir. Et si ça lui fait plaisir, ben, elle aura peut-être envie de vous voir, de faire d'autres choses avec vous. Vous voyez. Donc, en fait, important important de leur expliquer. Par exemple, j'ai un monsieur qui me disait, mais j'ai jamais compris pourquoi on disait bonjour. Mon père m'a toujours dit, dis bonjour le matin. Que ça sert de dire bonjour? Je lui ai expliqué, mais en fait, quand vous êtes adulte, vous pouvez comprendre que dire bonjour, c'est reconnaître l'existence de l'autre dans votre espace. Vous ne dites pas bonjour quand il y a juste une tasse de café, vous dites bonjour quand il y a quelqu'un d'autre. Parce que quand il y a quelqu'un d'autre, c'est reconnaître son existence. Donc en fait, on va expliquer à quoi sert la communication plutôt affective et de considération, de respect de l'individu et de l'être humain. C'est comme ça qu'on va un petit peu modifier ça et on va leur apprendre des techniques en fait de communication pour leur permettre d'être plus adaptés. Vous avez plein de gens, des autistes de haut niveau, qui sont des gens pas très très sociaux, mais qui apprennent les codes et qui du coup évitent des impairs, des problèmes aussi relationnels, et non pas qu'une communication utilitaire. Ils ont une communication normée, normative, mais il n'y a pas forcément les affects qu'on imagine derrière. Et le patient dont je vous parlais, qui prend des nouvelles de sa maman une fois par semaine, il ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir, il le fait parce qu'il a compris que ça évitait à sa mère d'être triste et qu'il l'a mis dans son agenda. Voilà. Ok. Et bah, pour les personnes qui sont là, justement, des fois, le fait d'avoir accès aux différentes techniques, c'est pas forcément évident. Donc là, par exemple, ce que vous avez décrit pour améliorer la communication, comment ça s'appelle si les gens voulaient chercher, se renseigner? Ah, les habiletés sociales. Pardon, développer des habiletés sociales. C'est l'ouvrage de Lieberman. Ok. Donc tout ce qui est entraînement aux habilités sociales. Voilà. Vous avez Euh, 70. Après, dans les autres questions, donc c'est visiblement plutôt des questions orientées vers les proches eux-mêmes. Comment ne pas être trop affecté par les manifestations imprévues et parfois violentes pour mieux réagir? Comment ne pas être trop affecté? Je ne peux pas répondre à comment ne pas être trop affecté, je peux répondre à comment mieux réagir. Je ne pense pas qu'on peut ne pas être affecté par son proche qui ne va pas bien, qui a des comportements agressifs. Je pense par contre qu'il faut qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans l'environnement avec le modèle qu'on a vu aujourd'hui, la SORC, d'accord? Qu'est-ce qui déclenche ça? Alors, on peut peut-être le reprendre avec la personne une fois qu'elle est plus apaisée, mais on peut aussi l'observer dans l'environnement. Hein, vous avez des proches, des parents qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais j'ai très bien repéré que dès que je pars pour plus que la journée, tout de suite, il y a des angoisses, des hallucinations, ils m'appellent, etc. » On observe les comportements et les symptômes qui sont déclenchés. Donc, en réalité, c'est plutôt, je ne peux pas vous dire comment ne pas être affecté, par contre, je peux vous dire comment mieux observer. Et après, en fonction de ce que vous observez, comment mieux réagir, oui. Mais pensez à souvent interroger plutôt que de faire des hypothèses vous-même. Vous pouvez faire certaines hypothèses, mais faites-en plusieurs. Mais surtout, interroger la personne, votre proche, parce qu'en fait, il sait, lui. C'est pas directement accessible, mais ça peut ne pas être directement accessible, mais lui, il sait ce qui déclenche. Ok, alors on a des questions sur une question un petit peu plus théorique. Comment est la théorie de l'esprit chez les personnes qui souffrent de schizophrénie? Abîmé. La théorie de l'esprit, alors la théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'on a à prêter une intention à l'autre
D'accord? Et à prédire son comportement, à se représenter ce que vit l'autre émotionnellement et à imaginer quel va être son comportement. Exemple, je m'approche vers vous, je suis souriante, je vous tends la main. Euh, Normalement, on se dit, bah, cette personne veut me dire bonjour. Elle est bienveillante, voilà, elle est souriante, elle veut me dire bonjour, c'est pacifique. Le patient schizophrène, il y a cette théorie de l'esprit qui est abîmée, donc il a du mal à se représenter ce que veut l'autre. Elle me sourit, elle me tend la main, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut. L'angoisse monte et il peut y avoir une agressivité. D'ailleurs, les situations catastrophiques qu'on a pu entendre, qu'on entend dans les médias, c'est souvent ça, c'est souvent des patients pas traités et qui prêtent une intention malveillante à l'autre parce qu'ils n'ont pas les bons repères. Donc en fait, comment on va modifier ça? On va tout dire. Hein, par exemple, moi, quand je me lève pour mettre de la lumière dans mon bureau, je dis voilà, je vais me lever pour mettre de la lumière. Est-ce que c'est d'accord pour vous? Je détaille tout mon comportement. Ça évite qu'ils prêtent une intention négative, pardon, qu'il interprète ce que je vais faire, pourquoi je me lève, pourquoi j'ouvre la porte, pourquoi j'ouvre la fenêtre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'ouvre la fenêtre? Parce qu'il fait chaud maintenant, on est au mois de mai, il fait déjà chaud. D'accord? Ça Ok. limite le risque d'interprétation. Mais donc, comme la théorie de l'esprit est lacunaire chez les patients schizophrènes, la plupart, pas tous, mais enfin, je dirais bien quand même 95% de ces patients, il va falloir expliquer, détailler. Et puis, il y a des modules, maintenant, on les connaît, qui permettent d'améliorer la théorie de l'esprit. Nous, je sais qu'on en a à l'hôpital, c'est l'observation des émotions. Il y a un module qui a été créé par l'équipe de Sarfati. L'équipe de Versailles, c'est Tom Remède. Voilà, Tom Remède, qui travaille sur la théorie de l'esprit particulièrement. Après, il y a plein de modules qui ont été créés, donc rapprochez-vous, je pense, des structures proches pour voir s'ils ont quelque chose qui est en route. C'est des choses qui se mettent en place facilement parce qu'en fait, les modules sont tout faits, quoi. Donc, c'est confortable pour les jeunes psychologues. Ok, alors on a une question, c'est comment faire la différence entre apragmatisme, dépression, et j'ajouterai peut-être plus généralement symptômes négatifs. Hmm. Alors, comment faire la différence entre apragmatisme et dépression? Alors, l'apragmatisme fait partie de la dépression. Un dépressif est apragmatique, mais la dépression, c'est associé à de la tristesse. Il n'y a pas forcément de tristesse dans la schizophrénie. Il peut y avoir de l'apragmatisme, je ne fais rien, mais je ne suis pas triste. C'est pas parce que je suis triste que je ne fais rien. Je n'ai pas envie de faire, ou j'ai un ralentissement. Mais il n'y a pas forcément de tristesse qui est associée. D'accord, ça fait la transition avec la question d'après. Comment améliorer la motivation? Comment améliorer la motivation? Alors ça, moi, j'ai développé un petit outil euh, qui est intéressant, c'est-à-dire que je me rends plus pragmatique qu'eux. C'est-à-dire, bon, de quoi vous voulez qu'on parle aujourd'hui? Bon, je suis venue, j'avais pas envie. Oui, écoutez, moi, on parle de ce qui vous plaît. Et je vais aller chercher le sujet qui va leur plaire. S'ils veulent parler de la cuisine, du foot, de ce qu'ils veulent, de Roland-Garros, peu importe. Bon, ça me pousse à faire preuve de beaucoup de curiosité. Mais l'idée, c'est que eux développent une motivation pour discuter, pour échanger avec moi. Et donc, je vais partir. C'est pas moi qui vais faire tout le boulot et c'est pas moi qui vais trop les solliciter. Je vais quand même, je vais les pousser à choisir le sujet de conversation, à choisir le moment où on va se revoir, l'heure. Alors, ils me disent, oh, je sais pas quand vous voulez, je sais pas quand vous voulez. Bon, écoutez, il y a de la place. En fait, je vais les forcer à se positionner. Voilà comment je développe un peu la motivation et avec évidemment des choses plutôt agréables. C'est-à-dire qu'on va plutôt discuter de choses qui leur plaisent plutôt que de choses qui ne leur plaisent pas ou ce qui leur plaisait avant. Ah, depuis que je suis malade, moi, il n'y a plus rien qui me plaît. OK, qu'est-ce qui vous plaisait avant? Qu'est-ce qui était important pour vous avant? D'accord. Et de ce que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, partir de leurs difficultés, notamment, je sais pas, difficultés de mémoire, d'attention. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider pour la motivation? Oui,
Oui, oui, ça tout dépend en effet le point d'accès, s'ils ont conscience de leurs difficultés cognitives et qu'ils veulent travailler dessus, ça peut être une bonne façon d'améliorer la concentration, l'attention. Oui, bien sûr. On va s'intéresser à cet objectif-là, oui, bien sûr. Et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais des objectifs qui peuvent ne pas sembler réalistes du tout, comme par exemple, je voudrais devenir astronaute. Là, il y a une motivation. Et Mhm. vous, comment est-ce que vous réagissez quand un patient vous amène un projet comme ça? Ben, je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui lui plairait dans être astronaute? Ah, ben, c'est le voyage, c'est l'évasion, c'est je suis tranquille, c'est la combinaison. Je vais commencer à discuter avec lui justement ce qui le motive dans ce projet-là. Et je vais essayer de voir comment au quotidien on peut réutiliser ce qui lui plaît dans ce projet-là. D'accord? Bah c'est voyager. Et pourquoi l'espace? C'est grand. Bah, j'aime beaucoup, je sais pas, moi, n'importe quoi, le bleu, la nuit, le calme. J'aime bien quand il y a peu de personnes. Donc, on va aller chercher les éléments qui, dans ce projet-là, le stimulent. Ou c'est être connu, passer à la télé. Ça va dépendre vraiment de ce qui lui plaît. Et en fonction de ce qu'il va me dire, bah, je vais orienter un petit peu ses comportements du quotidien vers ces objectifs-là, en fait, qui n'est pas forcément être astronaute, mais ça va me permettre d'avoir des objectifs euh, pas inférieurs, mais intermédiaires. D'accord. C'est rarement de bosser la physique comme un dingue qui leur donne envie d'être astronaute. Ok, donc plutôt trouver, voilà, eux, ce qui leur plaît, ce qui les fait bouger dedans. Ouais. Ok. Justement, enfin, je posais cette question-là aussi parce qu'il y a pas mal, souvent des questions sur bah, voilà, les symptômes négatifs, comment essayer d'aider dans ce cas-là. Vous avez Mhm. déjà abordé quelques éléments de réponse. Et on a aussi pas mal de questions. Alors, je vous les donne, vous essaierez de résumer un petit peu, mais il y a des questions, pourquoi vous avez choisi ces outils-là ou de les proposer, d'autres, bah, quelle est l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales? Peut-être qu'on peut rassembler ces deux-là ensemble. Pourquoi j'ai choisi de travailler avec les TCC? Alors, les outils, là, sur les outils que vous avez proposés vous, et puis sur les TCC en général, pourquoi vous pensez, vous, que ça peut être un outil pertinent? Alors moi, pourquoi j'ai choisi ces outils? C'est en fonction des situations que vous m'avez présentées. Donc, ceux qui me paraissaient répondre en fonction de l'analyse fonctionnelle, comment on fait pour éviter de renforcer le comportement problème. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a guidée dans le choix des outils que je vous ai présentés. Après, c'est vrai qu'il y en a plein et c'est des hypothèses parce qu'en fait, je ne connais pas les personnes dont on parle. Donc, bon, c'est une façon de vous présenter aussi les outils. Après, pourquoi j'ai choisi les TCC? Parce que c'est l'approche la plus scientifique, donc c'est ce qui me parle le plus, moi. Et ce avec lequel je suis plus à l'aise. Faut travailler avec ce qui nous convient et la façon dont notre cerveau fonctionne. Et l'efficacité des TCT, bah oui, elle est assez démontrée. Une diminution des hospitalisations, une diminution des traitements. Bon, alors, je n'ai pas des chiffres en tête, j'ai des chiffres même un peu personnels. J'ai un patient qui a diminué de 75% son traitement depuis qu'il fait la TCC, parce qu'en fait, on lui donnait beaucoup de traitements pour diminuer ses angoisses. Et, et en fait, en apprenant à gérer ses angoisses, on a diminué de 75% son traitement. Donc, il est moins sonné, il est plus dynamique, il va faire plus de choses. Enfin, donc, j'ai des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns, où en fait la TCC va permettre d'alléger un petit peu l'ordonnance et de leur permettre d'avoir beaucoup plus accès à leurs ressources, à leurs moyens. Donc oui, on va favoriser d'avoir quelques petits symptômes résiduels pour apprendre à les gérer. L'efficacité est démontrée sur les symptômes positifs, d'accord, les hallucinations, les idées délirantes, les angoisses. Et elle est aussi démontrée sur les symptômes négatifs, même si c'est un peu plus compliqué. Et donc, moi, c'est forcément ce qui m'intéresse un peu plus, parce que c'est un challenge un peu plus intéressant que d'apprendre à diminuer les idées délirantes ou les hallucinations, même si ça paraît un peu plus surprenant et plus spectaculaire. C'est plus compliqué de lever la pragmatisme, comme ça a été écrit un peu dans les questions, parce qu'en fait, c'est assez fréquent et assez peu et assez souvent négligé, parce que c'est pas gênant. Et donc, moi, c'est ce qui me gêne.
Si, c'est gênant. C'est pas gênant pour la société, mais c'est gênant pour le patient. Parce qu'en fait, ça le freine dans sa réinsertion. Donc, c'est très efficace sur les symptômes positifs, ça on sait très très bien. Les pourcentages, je ne les ai pas en tête, mais je pourrais vous les retrouver. Sur les symptômes négatifs, c'est efficace. Mais ce qui est efficace surtout, c'est de permettre de diminuer l'ordonnance pour leur permettre d'avoir, pas l'arrêter, hein, attention, mais de diminuer l'ordonnance pour leur permettre d'avoir plus accès à leurs ressources, à leur énergie, etc. Donc, voilà aussi, moi, ce qui m'a plu dans ces outils. Bon, alors, sur la question du traitement, on a eu, il n'y a pas très longtemps, un CAFConf avec un médecin qui présentait justement la question de la réduction ou de l'arrêt du traitement. Donc les gens, s'ils veulent plus de détails, pourront se référer à ce CAFConf-là, qui normalement est disponible maintenant sur YouTube, je crois. Il y avait aussi des questions un peu sur la durée d'une prise en charge en TCC, combien de temps ça dure? Alors là, une question. Bah, écoutez, parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans, et puis parfois je les garde à vie, mais je les garde pas à vie toutes les semaines, je les garde à vie tous les 2-3 mois, parce qu'en fait, tout dépend de la façon dont ils sont entourés, mais quand il n'y a plus de famille, par exemple, eh ben, on est un point de repère quand même. D'accord? Quand, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Il y en a que je ne vois plus parce que j'ai quitté mon poste, mais tous les ans, j'ai un petit SMS pour dire bonjour Madame Rousselet, les méthodes cognitives m'ont changé la vie, je vais toujours bien, etc. Donc, pour eux, c'est important. Donc, la thérapie est finie, il reste un petit lien. Il y a des gens que je vois tous les 3-6 mois. Il y a un monsieur que je vois 1 fois par an. Il veut venir faire le point 1 fois par an et il y tient. Parce qu'en fait, pour lui, c'est protecteur. Vous savez, quand on a connu ces crises si fortes, si importantes, et qu'on en est sorti, et qu'on s'est senti aidé par certaines techniques, on n'a pas envie de les lâcher. Voilà. Donc, vous dire combien de temps ça dure, la phase très active, je dirais 1 à 2 ans. Voilà. Pour les plus douloureux, pour les plus embutés, pour les plus freinés dans leur fonctionnement, ça peut être un peu plus. Mais globalement, c'est 1 à 2 ans. La phase très active et puis après une phase de maintien, quoi. D'accord. Et alors, comme les gens ne connaissent pas forcément le fonctionnement des TCC, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu comment ça se passe, la prise en charge, tout le parcours du patient? Il y a d'abord une évaluation. Donc, le patient arrive, on va avoir 1 à 3 à 5, peut-être 8 entretiens d'évaluation ensemble pour faire le tour de ses difficultés, de ses comportements problèmes, de ce qu'il gêne, de son parcours de vie, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici, comment il se sent, et de quoi il aura envie, quels sont ses objectifs dans la thérapie. Voilà, je suis astronaute et donc en fait, je comprends que avant d'être astronaute, il va falloir sortir de son lit, mon monsieur. D'accord? Donc, on peut se servir de ces buts qui semblent être très loin pour en trouver des intermédiaires et se dire en effet, il va peut-être falloir ressortir, se laver, etc., etc. Donc, en fait, on va d'abord hiérarchiser les objectifs et puis donner des outils au fur et à mesure des entretiens. Donc, il y a des outils de gestion de l'anxiété, il y a des outils de gestion des hallucinations, des idées délirantes, de travail sur les hypothèses alternatives concernant les idées délirantes. Donc, en fait, vous allez avoir des outils, des exercices à domicile, et les patients doivent faire les exercices, évidemment. Alors, parfois, ils ne les font pas, mais enfin, globalement, quand même, les patients schizophrènes, ils ont tellement souffert de leurs symptômes positifs que, en général, ils font les exercices. Voilà comment ça se passe. Alors moi, je les vois, ça dépend du rythme. Il y en a qui veulent au début venir toutes les semaines. Enfin, c'est plutôt les 15 jours, 3 semaines en général, dans la phase active, parce que l'idée, c'est vraiment de les autonomiser. Donc voilà, je sais qu'à l'hôpital, il y en a que je vois tous les 15 jours. Il y en a, s'ils pouvaient, ce serait toutes les semaines. Donc parfois, quand ils sont vraiment pas bien, très instables, qui traversent des périodes de vie difficiles, c'est toutes les semaines. Mais enfin, c'est rare. C'est plutôt tous les 15 jours, 3 semaines. Est-ce que j'oublie des informations, Nicolas? Peut-être que vous pourriez préciser comment justement les familles pourraient améliorer l'efficacité ou prendre part dans cette prise en charge. Alors moi, j'intègre les proches, c'est-à-dire ils peuvent me dire, alors évidemment, moi je ne dis pas tout ce qui se passe dans l'entretien parce que c'est évidemment important.
que les patients se sentent protégés dans leur espace. En revanche, je me suis disponible pour que les proches me disent où ils en sont, comment c'est. Et si le patient est OK, évidemment, je reçois l'entourage. Mais c'est souvent précieux, les informations que l'entourage va me donner, parce qu'il y a ce que me dit le patient, et puis il y a la réalité. Ouais, je suis très autonome, je me débrouille, je fais tout seul. Et puis vous avez le parent qui appelle. Bon, vous savez quand même qu'il ne fait pas son lit, qu'il ne fait pas ses courses, qu'il ne se lève pas si je ne le sors pas du lit, etc. Tout ça, pour moi, c'est fondamental. C'est des informations très précieuses. Donc, on ne peut pas faire l'économie de ça. D'accord. Et après, moi, justement, je pensais à des choses comme essayer de renforcer les conséquences positives de l'action des TCC. Ah oui, comment les proches peuvent renforcer tout ça? Ouais, Eh ben justement, en étant partie prenante, en comprenant voilà, ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut éteindre, en travaillant peut-être ensemble sur l'analyse fonctionnelle. Ben voilà, parfois, j'ai des parents qui m'appellent, bon, bah, quand il fait ça, je fais quoi? Et donc, en fait, on décortique ensemble, ils ne le savent pas, mais on fait l'analyse fonctionnelle. Je ne l'appelle pas forcément comme ça voilà, quand on est dans le feu, mais on fait l'analyse fonctionnelle et on voit ce qui va éteindre le comportement et ce qui va le renforcer. d'accord. Donc, pour les familles, on va dire, changer les comportements, la manière de faire, les réactions, ça peut aussi Bien sûr, aider à orienter plus d'un côté ou de l'autre. Est-ce que bien ça va se sûr. maintenir ou est-ce que ça va changer? Mm. Ok. Pour les TCC, on a des questions sur les tarifs en libéral et est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Ça coûte un bras, donc ça dépend où vous êtes. Ça peut coûter 60 € jusqu'à, dépend si c'est psychiatre, 100, 150 à Paris. Je pense que ça peut monter jusqu'à 150. Un psychiatre à Paris spécialisé en TCC, avec des schizophrènes, ça peut être ça. 60 en province, il faut bien des avantages, dit la Parisienne. Donc, et là, il y a des gens très bien qui font ça. On fait plutôt ça parce on a envie et qu'on aime les gens pour gagner de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et, euh, et on monte au créneau, nous, à la FTCC là-dessus. N'hésitez pas à monter au créneau là-dessus parce que ça me paraît inadmissible. Vous avez quelques personnes encore qui font ça à l'hôpital, mais ça reste rare. Et en CMP, et comme on sait que l'hôpital, tant pis, je suis enregistrée, mais je le dis, l'hôpital étant public est en grande souffrance. Il y a des postes vacants, bien sûr, mais il y a quand même globalement beaucoup moins de postes qu'il y en avait il y a 17 ans, quand j'ai démarré. Et donc, les patients sont les premiers à souffrir de ça parce qu'ils ne sont pas pris en charge euh, par l'hôpital, par les hôpitaux de jour. On galère pour trouver des places. Or, évidemment, à partir du moment où cette reconnaissance MDPH, que c'est une vraie maladie, que c'est une vraie souffrance, ces thérapies devraient être prises en charge, évidemment, par la sécurité sociale et ou par l'hôpital. Donc, je crois important de monter au créneau sur ce sujet, de mon avis. D'accord. Alors, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, à tous les cas personnels. Il y en avait beaucoup. Laurence, déjà, est-ce que j'ai l'impression qu'on a vu les principaux? Voilà, on en a oublié certains. Non, nous avons vu effectivement les principaux, tout à fait. Je le confirme. Oui. Je Bah, te laisse je conclure rajouterais si tu le souhaites, oui. peut-être pour rajouter une petite information. Déjà, on a parlé un peu de la question de la motivation. Alors, dans ProFamily, la technique MNSED, normalement, doit aider à susciter de la motivation. Et puis, au sein de Promesse, il peut y avoir aussi des formations pour l'entretien motivationnel. Donc voilà, ça peut être aussi des outils Mmh. à saisir. En tout cas, on a vu beaucoup de choses. Merci Anne-Victoire, c'était très intéressant. On a pu évoquer beaucoup de choses très, très variées. On n'était pas forcément rentré dans le détail. Mais voilà, je pense que les gens après pourront trouver un petit peu plus d'informations dans le livre que vous avez publié, donc Mieux vivre avec la schizophrénie. Peut-être pour finir, vous pouvez nous en dire un mot. Ah, bah écoutez, c'est gentil. Écoutez, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années pour moi, égoïstement,
Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, j'y ai mis mes outils. Donc, c'était à la fois un objectif didactique pour expliquer mes outils, formaliser ma pensée, et puis aussi avec l'idée que je pourrais m'en servir comme support. Alors, j'avais pensé vraiment plutôt pour les patients initialement, avec les outils, on peut photocopier, etc. Les outils pour s'en servir. Et en réalité, je me rends compte, donc il y a certains patients qui m'ont trouvé avec le bouquin et qui sont assez autonomes et qui l'utilisent. Mais j'ai aussi pas mal de succès avec les proches et les collègues qui voient une aide un peu didactique, progressive. Donc, vous avez dans cet ouvrage d'abord une partie un peu psychoéducation. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Comment ça fonctionne? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelle structure? Et vous avez après une partie gestion des symptômes, les symptômes positifs, les symptômes négatifs, le stress et les entraînements aux habiletés sociales, justement, un petit peu où je défriche un petit peu ce sujet-là, avec des outils, évidemment. Donc, l'idée, c'était d'être efficace. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous en dire. Moi, je suis très contente d'avoir partagé avec vous tout ça. C'était très intéressant. J'ai reconnu quelques petits noms dans le chat. Il y a une personne qui pose il y a une question comment dirais-je? Il y a une question où il est demandé si cet ouvrage est destiné aux personnes atteintes ou à l'entourage ou les deux. Les deux, de facto. De facto, les deux. C'est des outils pour comprendre et pour gérer. Donc, je pense que c'est toujours utile. Et en fait, j'ai plein de proches qui l'achètent pour leurs proches en souffrance, mais qui le lisent d'abord pour être sûr, pour pas que ça les choque, etc. Et comme ça, j'ai un patient qui m'a dit, ma mère a acheté le bouquin, mais elle n'a toujours pas fini, donc j'ai pas pu l'ouvrir. Donc, en fait, non, je pense que c'est utile pour les deux, quoi. Je pense qu'on va pas y prendre la même Absolument. chose. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il est conseillé dans le module 2 et 2 plus de Profamille. Ouais, j'ai appris ça. Oui, absolument. Je suis très touchée, hein. Je suis très touchée de ça. Bon, merci à tous. Je rappelle donc aussi que suite à ce CAFConf, on essaiera de mettre en place des séances de révision et qu'on parlera de la question de la résolution de problèmes. Donc l'analyse de la situation, problème, peut être déjà un bon point de départ. Donc pour ceux qui sont présents aujourd'hui, vous le savez, sinon pour les autres, ce sera disponible sur YouTube par la suite. Et puis merci à vous d'être venus. Merci pour vos questions, pour toutes les situations que vous avez pu nous faire part. Ça nous a aussi aidé à construire cette présentation. Et puis on espère vous revoir très bientôt et que ça a pu vous être utile. Merci à vous pour Merci. cette invitation. Merci.